Vous avez parlé hier à l'Assemblée nationale de barbares, je vous cite, en culotte courte, armés de machettes et de cailloux qui sèment le chaos, qui attaquent, vous l'avez dit, des écoles, des bus scolaires, des entreprises, des automobilistes. Qui sont ces jeunes ? Ces jeunes, ce sont en grande majorité des Comoriens en situation irrégulière qui sont arrivés enfants à Mayotte, qui ont été abandonnés par leurs parents et qui grandissent sans supervision, sans adultes depuis plusieurs années et qui sont maintenant coalisés en bande. Il y a des adultes quand même qui sont derrière, qui organisent cette violence. Cette violence n'est pas gratuite, ce n'est pas simplement des règlements de compte entre villages. Ça agrège aussi une violence politique puisqu'elle vise les terrains agricoles pour chasser nos fermiers. Elle vise les entreprises pour qu'elles ferment, pour que la population fuit. Et ça marche, parce que cette politique de la terreur fait que maintenant des familles mahoraises entières, dès que l'enfant doit aller au collège, c'est-à-dire prendre le bus, les familles préfèrent aller s'installer pour scolariser leurs enfants à La Réunion ou dans l'Hexagone. C'est une politique de la terre brûlée, une politique de la terreur où on voit avancer des zones de non-droit qui ont pris racine dans les bidonvilles, dans lesquelles s'entassent les étrangers en situation irrégulière et qui commencent à grignoter comme ça le reste de l'île. Donc ce n'est pas une situation qui a surgi en quelques mois. C'est pour ça que ça fait des années que ça dure, que nous on a l'impression de vivre un drame annoncé, qu'on tire la sonnette d'alarme. En 2018, je rappelle, l'île s'était bloquée pendant des mois. Un mouvement social dont vous aviez pris la tête. J'étais à l'époque à la tête du collectif des citoyens et c'est parce qu'on n'avait pas eu de réponse que la population a choisi de m'élire en tant que députée, parce qu'on veut des réponses, on exige, comme tous les concitoyens français, de vivre en paix et en sécurité. Vous avez valu d'ailleurs une interpellation. Alors, vous le disiez, vous prêtez à... Oui, j'ai été interpellée et j'ai été blanchie par la justice. Bien sûr. C'est peut-être important de... Évidemment. Vous le disiez à l'instant, vous prêtez une intention à ces personnes en situation irrégulière. Le problème est, selon vous, la présence de ces personnes en situation irrégulière ou le fait qu'ils ne soient pas pris en charge qui pourrait expliquer la situation dans laquelle on se trouve maintenant? On est à Mayotte, plus de la moitié de la population est étrangère, en grande partie en situation irrégulière. Et d'origine comorienne. D'origine comorienne. Et les Comores revendiquent Mayotte. Donc moi, je considère qu'il y a une volonté politique derrière, puisqu'il y a un discours des autorités comoriennes qui enjoignent leur population à aller à Mayotte. Bon, elle a dit Mayotte française. Bon, ils font ce qu'ils veulent, malheureusement. Mais nous, les Comoriens qui sont à Mayotte, ils ne sont pas dans un pays étranger. Ils sont chez eux. De un. Mais de deux, on est aujourd'hui avec 80% des affaires au tribunal à Mayotte concernent des étrangers en situation irrégulière. 80% des détenus dans notre prison sont des Comoriens en situation irrégulière. Donc faire le lien entre la violence et l'immigration à Mayotte, c'est une évidence. C'est complètement fallacieux d'aller transposer les clivages politiques qu'il peut y avoir ici dans l'Hexagone et la polarisation, pour ne pas dire l'hystérie sur le débat de l'immigration clandestine, avec ce qui se passe chez nous. Parce que quand on parle de submersion à Mayotte, on n'a plus accès à nos services publics. 80% des inscrits dans nos écoles sont des enfants comoriens qui arrivent par bateau le matin même. On n'arrive plus à suivre la machine démographique qui est en marche à Mayotte. 80% des parturientes dans notre hôpital sont des Comoriennes qui arrivent en bateau. C'est une machine démographique qui est en train d'engloutir Mayotte. On devrait construire, si on suit la machine qui est en route, une école par semaine. Quel territoire peut subir ça? Un territoire hexagonal, ça voudrait dire que vous avez la moitié de la population dans la rue qui est étrangère. Quand on parle ici d'acceptabilité, à Mayotte, on a largement dépassé le stade. Et je parle du département le plus pauvre de France, où il y a la plus petite dépense de l'État par habitant. On est français depuis 1841. On n'a pas d'eau. On a 4 routes nationales sur 375 km². Et cette violence qui fait maintenant la une, ça fait des années qu'on l'a subie. Et on voit une escalade avec un discours qui correspond à un discours public qui ne correspond pas à la réalité. Quand on nous dit qu'il faut faire de la prévention, c'est de la délinquance. Non, on découpe des gens en morceaux, on les torture et on les laisse sur le bord de la route. C'est de la barbarie. Donc il y a un phénomène, vous c'est dites... plus de la délinquance, on a dépassé le stade de la prévention. Il y a un phénomène d'immigration irrégulière, on va y revenir, qui s'est ajouté à un problème structurel qui... au manque d'infrastructures, à la précarité à Mayotte. Les choses se sont additionnées les unes aux autres? Ou l'un a aggravé l'autre? Si vous voulez, que Mayotte n'était pas très bien dotée, certes, mais quand on était peu nombreux, c'était beaucoup moins aigu.
Là, quand vous doublez la population, qu'elle est en situation irrégulière, elle ne contribue pas à la dépense publique. La politique publique à Mayotte, elle est impossible. Vous ne pouvez pas compter la population qui est sur place. On avait un système d'eau qui était pas formidable, mais qui fonctionnait. Quand vous avez la population qui double, qui triple, ben ça ne suit pas. Parce qu'en fait, rien n'est prévu, rien n'est calibré pour la population qu'on a sur place. Donc, ce n'est pas une accumulation d'un problème existant. C'est que ça a complètement fait imploser un système qui était fragile, qui n'était pas formidable, mais qui était fragile. Il y a une circulation historique entre Mayotte et les... Non, et alors les ça, je suis désolée, mais en fait, c'est une contre-vérité qui est propagée par Moroni. Parce qu'en fait, on a des statistiques, parce que comme on est français depuis 1841, il y a les statistiques, au début des années 80, on parle de quelques centaines de Comoriens qui sont installés à Mayotte. Voilà. Aujourd'hui, c'est la moitié de la population et on est officiellement 287 000. En réalité, selon le préfet de Mayotte qui avait distribué 450 000 masques en disant 1 par adulte, et selon la consommation de riz, les importations de riz à Mayotte, on est au bas mot 1 demi-million, voire 600 000. Donc quand on ne peut pas calibrer la population qui est sur l'île et qu'elle est en constante augmentation, on ne peut pas faire marcher une quelconque politique publique. C'est pour ça que nous, on dit, oui, les renforts envoyés par le ministère de l'Intérieur, c'est impératif pour ramener l'ordre. Mais s'il n'y a pas de réelle lutte contre l'immigration clandestine, pas seulement des reconduites, puisque les personnes reviennent le jour même, mais s'il n'y a pas une protection de nos frontières avec la mobilisation de la Marine nationale, avec un patrouilleur outre-mer qui est construit pour lutter contre l'immigration clandestine. Je rappelle que ce bateau militaire, il est construit pour ça, devrait être basé de manière permanente à Mayotte et non à La Réunion, parce que c'est à 1500 km. C'est pour ça aussi qu'on demande à ce que le ministère de la Justice donne les moyens à notre tribunal, qui est un des plus pauvres de France, de faire face et de pouvoir juger et condamner. Parce que le procureur l'a dit à Mayotte à l'antenne, on ne pourra pas tous les juger, on ne pourra pas tous les condamner parce qu'on n'a pas de place. On n'a pas de place dans notre prison. Vous imaginez le sens de l'impunité qui s'est répandue. D'ailleurs, on le voit parce qu'il y a une escalade dans la violence. Mais pour la population, c'est un sentiment d'abandon qui est très fort. Et c'est ce qui me fait dire qu'on a un risque de guerre civile. Parce que la population... Vous avez peur que les Mahorais fassent justice Mais les Mahorais le disent. Les Mahorais le disent et ce sera dur de leur dire « vous avez tort ». Si vous avez les services de l'État... Ce serait dur aujourd'hui de dire... si les services de l'État, le procureur de la République vous dit on ne pourra pas tous les arrêter, on ne pourra pas... vos bourreaux vont vivre avec vous, ben, c'est de la légitime défense de dire on va s'en occuper nous-mêmes. Moi, je ne peux pas regarder ma population et dire vos enfants sont attaqués, vous allez à l'école ou au travail, vous faites agresser, et puis vous dire vous attendez benoîtement... que la justice compliquée intervienne. Que celle de la part d'une députée de la République que dire je ne pourrais pas dire aux concitoyens... C'est pas une position difficile. Je suis élue par la population et je la représente. Je ne fais pas partie du gouvernement. Je n'ai pas la responsabilité du maintien de l'ordre qui est la sécurité. C'est une compétence régalienne. Ça fait des années que Mayotte appelle à l'aide. Il ne faut pas penser que nous, élus, allons faire le travail de l'État. Nous sommes ici pour la population, pour la représenter, et c'est pour ça que j'appelle cet appel à l'aide. Et la population, elle est excédée, et c'est légitime. Personne ici, dans l'Hexagone, ne supporterait de savoir que ses enfants vont quotidiennement subir des tirs de lacrymogènes dans leur établissement scolaire. Il y aurait une cellule psychologique, tous les ministres en cohorte pour aller pleurer au chevet de cet établissement. Chez nous, c'est tous les jours, tous les jours. Je pense que vous imaginez pas, les enfants qui vont à l'école, ils se font non seulement racketter, il y en a toujours un dans le trimestre qui se fait poignarder, attaquer au cutter. Je veux dire, c'est hallucinant de violence. Donc non, à un moment, je suis clairement aux côtés de ma population et je dis, s'il faut se défendre, on se défendra et je serai à vos côtés. Vous avez interpellé hier le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Est-ce que sa réponse, donc il a confirmé l'envoi des policiers du RAID, on parle d'une douzaine d'hommes. Sa réponse est satisfaisante. Est-ce qu'elle vous a satisfaite ? Sa réponse est satisfaisante, elle est encourageante, mais ce que Mayotte attend, c'est du concret. On veut voir la situation changer. Alors 12 hommes du RAID, ce n'est pas suffisant, j'imagine, à l'image du territoire. Les hommes du RAID, ils sont dédiés à l'arrestation des chefs de gang. Mais on parle de centaines de jeunes qui sont en déshérence, en violence, qui ont le goût du sang et qui répandent la mort. Donc ce que vous dites très concrètement, c'est qu'il faudrait couper cette route migratoire. Ça, c'est indispensable. Il faut attaquer le mal à la racine.
D'abord, il faut changer la discussion avec Moroni, parce que quand Moroni, les Comores, justifient cette immigration clandestine et que Paris perfuse cet État et soutient ou invite M. Azali à Paris au Forum de la paix, il faudrait quand même savoir que nous, on voit notre bourreau, celui qui dirige celles et ceux qui sèment la terreur à Mayotte, invité en tribune présidentielle lors du 14 juillet. Alors il y a les dirigeants et les Comoriens qui prennent la mer, qui voient en Mayotte une forme de salut. Mayotte ne peut pas accueillir toute la misère comorienne, de 1. Et de 2, quand les ressortissants comoriens sont à Mayotte et chantent des chants patriotiques comoriens et appellent au meurtre des Mahorais, il y a une responsabilité de Moroni, parce que c'est directement lié au discours des autorités comoriennes qui appellent à conquérir Mayotte et qui revendiquent Mayotte. Je ne dis pas ça légèrement. C'est écrit noir sur blanc, les autorités comoriennes l'assument, le revendiquent. Ça a des conséquences, parce que les populations comoriennes qui sont à Mayotte sont convaincues d'être chez elles et qu'il faut dominer les Mahorais. Et ça, vous attendez sur ce sujet à ce que, ici, qu'il y ait une prise de en métropole... et que le Quai d'Orsay agisse en conséquence, tire les conséquences de ça. Quand on voit le Quai d'Orsay qui agit de manière résolue vis-à-vis d'Alger ou de Rabat en exigeant un changement sur la politique migratoire et qu'on voit que c'est le silence radio par rapport à Moroni, oui, nous, Mahoraises et Mahorais, on est indignés. Il faut appeler un chat un chat. Mayotte, c'est la plus grosse crise migratoire de France. Le pays hostile qui revendique, on est le seul territoire français revendiqué par un pays étranger, le seul pays qui est derrière cette manœuvre migratoire, et c'est une arme migratoire comme celle qu'on dénonce quand on parle de celle qu'utilise la Biélorussie ou la Russie dans le conflit en Ukraine, en disant on envoie des migrants pour déstabiliser une zone géographique. C'est exactement ce qu'il se passe à Mayotte. Et pour ça, notre diplomatie est silencieuse, complètement absente et continue à chouchouter le président Azali et sa cohorte de gouvernement corrompu. En quelques mots, Estelle Youssoufa, on a parlé des violences. Ça, c'est une conséquence du quotidien. Il y a aussi énormément de familles, à la fois de Comoriens et de métropolitains qui quittent l'île en ce moment. Ça aussi, c'est Comoriens Pardon, des habitants de Mayotte et des métropolitains qui quittent l'archipel. Ça oui, aussi, c'est une conséquence. Oui. Les Français fuient parce qu'on est des Français comme les autres, donc on peut aller partout. Et effectivement, quand vous craignez pour votre vie, quand vous allez travailler ou à l'école, eh ben, au bout d'un moment, c'est invivable. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler et consacrer ce temps important à Mayotte ce matin, Estelle Youssoufa. Merci.